N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Ce matin, nous allons recevoir pour vous le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Dameham. Monsieur le ministre, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Jochin. Bonjour, chers auditeurs. Je crois que tout est en règle à notre niveau. Alors, monsieur le ministre, depuis quelques mois, pour ne pas abuser, quelques semaines ou quelques jours presque, des groupes djihadistes orchestrent des tueries en masse dans plusieurs villes à travers les pays du Sahel, notamment Mali, Niger, Burkina Faso. Et ces informations nous parviennent et sont d'ailleurs à la porte de notre pays, le Togo. Et nous allons en parler amplement avec vous tout à l'heure. Mais avant, nous savons aussi que il est organisé en toute période électorale dans notre pays, le Togo. Il est créé plutôt une force spéciale qui dépend de votre ministère. Et cette année, elle est dénommée FOSE, Force Sécurité Élection 2019. Alors, ma question, quelles sont les tâches spécifiques de cette force, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer la maturité du peuple togolais. Comme vous l'avez dit, nous sommes en période électorale. Les élections locales seront organisées le 30 juin, c'est-à-dire dimanche prochain. Et à l'orée de chaque scrutin, le gouvernement crée une force spéciale intégrée, composée essentiellement des éléments de la police et de la gendarmerie nationale, pour accompagner la Commission électorale nationale indépendante sur le plan sécuritaire. Donc la mission essentielle de cette force est de, si vous voulez, protéger tous les candidats, protéger les sièges des partis politiques, accompagner les candidats dans leurs déplacements, dans leurs meetings et le lieu du scrutin, assurer la sécurité du vote, c'est-à-dire rester dans les centres de vote et intervenir sur réquisition des responsables de ces centres de vote en cas d'incident. Voilà la mission essentielle de la force. Oui, mais la question est de savoir où commence et où s'arrête la compétence ou les compétences de cette force sur le terrain. Je disais tout à l'heure que cette force est composée de la police et de la gendarmerie nationale. La compétence, ça commence avec, si vous voulez, l'annonce du processus électoral. La phase avant, pendant et après. Lorsque les dates sont fixées, par exemple, nous avons eu pour 2019, la révision des listes. Cette force a accompagné la CENI dans la sécurisation de la révision des listes électorales. Nous sommes dans la phase de la campagne. La force accompagne la CENI dans tout le processus de campagne. Et le jour du scrutin, la force sera également là. Le jour du scrutin, la force sera également présente. Mais comment gère-t-elle les cas d'incompréhension entre les différents acteurs? La force, elle est placée sous l'autorité de la CENI. Elle ne s'immisce pas dans l'organisation de l'élection. Elle est là pour aider la CENI ou aider tous nos compatriotes à vaquer librement leurs occupations, à mener librement leurs activités politiques au cours du processus électoral. Il n'appartient pas à la force de définir qui va faire meeting, qui ne va pas faire meeting. Lorsque un parti décide de faire meeting, c'est dit dans le code électoral, le parti adresse une correspondance à l'autorité administrative. L'autorité administrative informe le commandant de la force localement compétent. Et lui prend les dispositions pour accompagner ce parti politique. D'accord. Oui, mais quand même, vos éléments n'ont pas réagi quand on construisait Jean-Pierre Fabre à Sokodé vendredi dernier. Bon, je voulais d'abord condamner cet agissement qui
qui n'est pas responsable. Nous devons apprendre à être tolérants les uns envers les autres. On peut ne pas avoir la même conviction politique, mais quand même être tolérant. Nous avons vu dans notre pays en 2010 des partis qui naguère étaient vraiment très opposés, s'embrasser au cours d'une caravane. Pourquoi on ne peut pas rééditer ça? C'est vrai, nous avons suivi, comme je l'ai dit, nous avons suivi et condamné ces agissements qui se sont produits dans certaines villes de notre pays, lorsque la délégation de l'ANC se déplaçait. Vous allez dire pourquoi la force n'a pas réagi. Parce qu'il y a aussi, il faut savoir peser le pour et le contre. Est-ce qu'il fallait disperser les gens? S'il fallait disperser, je crois que c'était un groupuscule. S'il fallait disperser ce groupuscule, ça pouvait dégénérer. Ça pouvait dégénérer. Et nous allons regretter pourquoi avoir fait. Je crois que la force, ils ont été patients, ils ont observé. C'est vrai, ils ont pu identifier les gens. Mais même s'il faut agir, ce n'est pas le moment. Il faut laisser le temps passer avant de réagir. Donc tous ceux-là, le groupuscule qui huait Jean-Pierre Fabre, ont été bien identifiés. Il y avait les éléments de la force sur les lieux. Qui étaient présents juste à côté des véhicules de Ils étaient là, ils ont identifié. S'il fallait, comme peut-être, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, il fallait les disperser. Peut-être toute la ville pouvait s'embraser. Et on va regretter, il fallait peut-être essayer d'identifier les gens, laisser passer le temps avant de réagir. Je crois que la force, c'était même des voies de fait. Il n'y a pas eu d'acte de violence ni sur Jean-Pierre Fabre, ni un membre de sa délégation. Voie de fait, je crois qu'on peut, par observation, gérer ça. Ah, d'accord. C'est ce qui a été fait. Mais, monsieur le ministre, vu la spécificité de ce scrutin, est-ce que la fosse n'est pas débordée, vu l'ampleur aussi de la campagne? Non, la fosse n'est pas débordée. C'est vrai que c'est des élections locales où vous avez parfois dans les villages des candidats. Ça veut dire que l'enjeu est de taille. Par rapport aux législatives ou par rapport aux présidentielles où les candidats se comptent sur le bout de doigts. Ici, il y a beaucoup de candidatures. Mais il y a les centres de vote, je crois, n'ont pas augmenté. Nous allons là où l'essentiel ou l'effort que la force doit faire, et elle est en train de le faire, c'est d'avoir des éléments de réserve, pouvoir intervenir en cas d'incident. Mais les éléments qui seront déployés dans les centres de vote, ça seront les mêmes éléments qui ont été déployés au cours des législatives de décembre 2018. Oui, mais jeudi, les corps habillés iront aux urnes pour le vote par anticipation. Alors, la question, pourquoi c'est au Togo qu'on assiste depuis des années à ce vote par anticipation? Tout à l'heure, vous m'avez demandé si la force ne sera pas débordée. Si la CENI décide de faire voter les corps habillés 12 heures avant, c'est pour pouvoir les libérer de tous les services pour faire le maximum le jour du vote. Les forces de sécurité, vous avez moins de 20 000. Or, le jour du vote, vous avez plus de 2 ou 3 millions qui vont aller aux urnes. Donc, je crois que c'est une bonne expérience. Si, c'est une bonne expérience. Mais pourquoi c'est particulier au Togo? On a voté en Mauritanie, un pays qui vit aussi, même les attaques terroristes, mais les forces n'ont pas fait un vote par anticipation. Je crois qu'il y a, au cours de nos rencontres, il y a des pays qui veulent nous suivre. Il y a des pays de la sous-région qui pensent qu'il faut prendre des mesures comme ça pour vraiment donner le maximum de chances aux forces de sécurité de jouer leur rôle le jour du scrutin, où vous avez des millions d'électeurs qui vont aux urnes. Oui, mais que répondez-vous alors à ceux qui soutiennent que c'est une manière pour le gouvernement d'obliger tous les corps habillés à voter le parti au pouvoir? Non, c'est pour dire, ne dites pas que les forces de l'ordre ne sont pas quand même, je m'excuse, intelligents. Le même dispositif est mis en place. Vous avez un isoloir, vous avez les représentants des partis politiques, vous avez des urnes. Et lorsqu'ils votent, les urnes ne sont pas, le dépouillement n'est pas fait. Ah bon? Dans l'immédiat, si. Les urnes sont scellées, envoyées dans les scellés et attendent le jour J pour que le dépouillement soit général. C'est ce qui a toujours fait. Ça a toujours été ainsi? Ça a toujours été ainsi. Ah, je suis désolé de vous le dire, ça a été toujours ainsi. Les corps habillés votent sont 12 heures avant, mais les urnes restent scellées
jusqu'au jour du scrutin. C'est après le scrutin, au soir, au déploiement, qu'on amène les urnes des forces de défense et de sécurité. Et le déploiement est général. On ne dépouille pas d'abord les urnes des forces de sécurité pour voir qui a voté pour qui. Jamais. C'est ça qui peut-être qui intrigue les gens. Mais ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été. Et dans les centres de vote où les forces de défense votent, vous avez toujours un isoloir. Vous avez les représentants des partis politiques. Vous avez des observateurs qui après se prononcent. Oui, mais par rapport à cette élection qui est un peu complexe, c'est vrai, la question ne doit pas vous être adressée spécifiquement puisque c'est à la série, mais quand même, comme vous êtes avec nous, est-ce que on va comprendre comment gérer ou répartir le vote des forces de l'ordre? Parce que il y a plusieurs communes et les forces de l'ordre sont un peu partout. Comment ça va être géré? Je crois qu'il y a des bulletins. Il n'y a pas de bulletins spécifiques pour les forces de l'ordre et des bulletins spécifiques pour nos compatriotes civils. C'est les mêmes bulletins. Donc, j'ai dit le dépouillement aura lieu le jour du scrutin, c'est-à-dire le 30 juin au soir. C'est des bulletins, c'est des signes ou des symboles des partis politiques ou des photos des candidats. Chaque militant ou chaque agent des forces de sécurité fait son choix et met dans l'urne. Et vous ne pouvez même pas, le jour du dépouillement, faire la différence entre les urnes, si on ne vous dit pas les urnes qui ont servi au vote des forces de l'ordre et les autres. En tout cas, ce qui est sûr, le soir à 19 h, sur nos antennes ici, sur Victoire FM, soit le président de la CENI ou son représentant sera là pour répondre à cette question, comment sera géré les bulletins donc des forces de défense et de sécurité. C'est des bulletins qui seront gérés comme les autres. Il n'y aura pas de particularité pour les bulletins des forces de l'ordre. Ah d'accord. Alors, monsieur le ministre, nous avons assisté la semaine dernière, il y a une semaine jour pour jour, que 5 jeunes Nigériens ont failli être lynchés par des populations au niveau de Koudzana à cause d'une supposée jeune fille qui aurait été tuée. Alors, quelle a été réellement la cause de ce lynchage au niveau des forces de sécurité? Je voulais d'abord exprimer ma compassion aux victimes, aux Nigériens qui ont été violentés par certains compatriotes, ce qui n'est pas normal. La fille a son copain qui est nigérien. Quand tout se passe bien, personne n'est au courant de ce qui se passe entre les deux. Apparemment, selon les témoignages, elle a passé la nuit avec le Nigérien. Le lendemain, peut-être il n'avait rien donné. Elle va à l'armée, ses frères, pour dire voilà, et elle a été violentée. Au départ, on nous a dit qu'elle a été poignardée. Et ceux-là qui ont fait irruption chez les Nigériens n'ont pas cherché à comprendre. C'est par après qu'on se rend compte que c'est une rumeur, c'est une fausse information qu'elle a donnée à ses frères pour aller agresser les Nigériens, ce qui n'est pas normal. Il y a un qui a été mis sous les verrous et les autres sont en train d'être recherchés, y compris la fille. Donc la fille, elle n'est toujours pas... Non, elle est toujours recherchée? Elle est recherchée. Elle est recherchée, il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle réponde. Nous avons nos compatriotes aussi dans d'autres pays. On ne va pas se permettre d'agresser des citoyens des autres pays qui sont chez nous. Oui, mais sans motif. Oui, mais est-ce que l'autorité est consciente du fait que des fois, il y a certains actes qui sont posés et le plus souvent, on les colle à des Ibo qui vivent chez nous? Vous savez, il ne faut pas stigmatiser les choses. Vous avez des compatriotes, vous avez des citoyens de la CEDEAO qui sont chez nous, qui ont une bonne conduite. Vous en avez aussi qui sont vraiment des gens à problème. Comme vous avez des Togolais qui sont des gens à problème et des Togolais qui ont aussi une bonne conduite. Donc la loi, elle est là pour tout le monde. Lorsque on ne regarde même pas il est de quelle nationalité avant de s'appliquer. Pourvu qu'on soit informé, pourvu que les institutions fassent leur travail et on défère les... Donc dès que les faits sont avérés, la loi est appliquée à tout le monde. La loi est appliquée sans distinction de nationalité. Alors, des informations alarmantes évoquant des tueries orchestrées par des djihadistes chez nos voisins du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, nous parviennent presque quotidiennement. Alors, monsieur le ministre, et la menace se rapproche de plus en plus des pays côtiers. Comment êtes-vous préparé contre ces nouveaux défis sécuritaires? Bon, mais je voulais avoir une pensée sur
toutes les victimes de ces mouvements depuis quelques années, que ce soit dans le Sahel ou un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'on enregistre de plus en plus des actes de tuerie dans certains pays où c'est des conflits intercommunautaires, où c'est des mouvements de djihadistes contre des citoyens qui peuvent être de même confession religieuse ou même de confession religieuse différentes. Oui. C'est vrai, notre pays aujourd'hui n'est pas à l'abri. Mais la situation n'est pas quand même très alarmante. Il doit quand même rassurer nos compatriotes. C'est la bonne nouvelle. Je dois les rassurer. Je veux dire par là que il y a des mesures préventives, des mesures d'anticipation que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a pris depuis 2014. Vous savez, lorsque un terrain est inoccupé, il n'y a pas d'administration, ça peut donner lieu à n'importe quoi. En 2014, le président de la République a décidé de refondre les forces de défense et de sécurité en créant des régions militaires, des gendarmeries et de police. Il nous a instruit de voir pour un meilleur maillage de notre territoire, de créer les unités de police et de gendarmerie et de l'armée là où il n'y en avait pas, ce qui a été fait depuis 2014. Donc vous avez des nouveaux régiments qui sont dans certaines villes de notre pays. Vous avez des unités de police, des unités de gendarmerie un peu partout. C'est pour, si vous voulez, quadriller, pour rassurer nos compatriotes. Parce que lorsque 2 ou 3 personnes veulent faire des bêtises et qui s'installent là où il n'y a même pas la présence de l'État, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ça, c'est la première mesure qui a été prise pour essayer de sécuriser davantage notre pays. Ensuite, depuis octobre 2018, lorsque, au niveau du Burkina Faso, la menace s'est déplacée. Vous savez, au départ, c'était à la frontière avec le Mali. Oui. Et depuis début 2018, la violence s'est déplacée pour être au sud-est du Burkina. Dans la région du Padangkouma. Ça se rapproche du Togo. Et bon, si vous voulez, parce que là où je parle, ça fait à peu près une 50aine de kilomètres de notre frontière. Oui. C'est vrai que géographiquement, ça se rapproche. Ça se rapproche. Donc, depuis octobre 2018, le président a instruit le chef d'état-major général de renforcer le dispositif sécurité dans le nord. Il y a une opération baptisée Opération Kondouaré qui a été mise en place, où beaucoup de nos éléments de forces de défense ont été déployés le long de notre frontière avec le Burkina Faso, voire une partie du Bénin. Et quelle était leur mission? La mission, c'est sécuriser davantage notre pays. Et c'est cette mission, ou c'est cette opération qui a permis, au mois de mars-avril, d'intercepter, parce que quand je disais la violence s'était déplacée au sud-est du Burkina Faso, il y a eu des actes de tuerie. Mais à partir de mars 2019, les forces de défense du Burkina ont commencé par avoir des résultats. Les gens ils ont commencé par avoir des difficultés et qu'est-ce qu'il faut faire? C'était une débandade. C'est une débandade, les gens ont commencé par fuir dans tous les sens. Donc ce n'est pas au moment où un prêtre burkinabé aurait quitté le Togo en allant vers Ouaga qui a été victime donc de cette ça fait partie des actes de ces actes de tuerie. Il y a eu le prêtre espagnol qui a été tué au niveau de Bitou. Ça c'est un cas parmi tant d'autres. Mais lorsque les gens ont commencé à avoir des problèmes, lorsque ces djihadistes ont commencé à avoir des problèmes, lorsque l'armée a investi le sud-est, et avec ça, il faut le préciser, lorsque la population a accepté de coopérer, collaborer avec les forces de défense commencent pas à avoir des résultats. La population? C'est la population. A commencé par coopérer? Coopérer, collaborer avec les forces de défense. Au départ, c'était difficile. Parce que ces djihadistes, parfois, ils sont mêlés à la population. Si la population n'accepte pas parler, vous n'allez pas les découvrir. Donc, à un moment donné, les gens ont compris qu'il fallait, pour la sécurité collective, essayer de commencer par les dénoncer. Et que faites-vous donc de ces populations qui prennent le courage à bras le corps et de dénoncer ces djihadistes? Il faut les protéger.
Il faut les protéger. Oui. C'est-à-dire, après, il ne faut pas les abandonner. Il faut mettre un dispositif qui les rassure. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Alors, lors d'une visite à son homologue gabonais Ali Bongo le 7 mai dernier, le président togolais Faure Gnassingbé a annoncé le démantèlement d'un groupe de terroristes à la frontière Togo-Burkina Faso. Mais avant de pouvoir poser la question, je vais vous laisser le soin de réécouter le chef de l'État le 7 mai dernier. Je dois un peu faire le point sur la situation sécuritaire difficile dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, puisque lui-même avait co-présidé avec moi le sommet conjoint de la CEDEAO, de la CEAC, et j'ai été aussi content de voir qu'il est au fait des dossiers, et il m'a répondu, et nous avons eu des échanges fructueux. Nous avons évoqué la situation difficile dans la zone du Sahel, qui malheureusement commence à toucher les pays qui sont beaucoup plus au sud, notamment le Togo. Nous avons démantelé quelques cellules terroristes. Donc la menace se rapproche vers notre pays. Donc il était nécessaire que nous puissions renforcer la coopération régionale. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que des pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés. Alors, Général Yak, est-il prudent de faire de telles déclarations en public? Je crois que c'est prudent de faire une déclaration. Qu'est-ce que nous n'avons rien à cacher? Vous avez commencé par parler de ça, peut-être avant même le 7 mai. Oui. Le président n'a fait que confirmer ce que certains médias avaient déjà commencé par dire. Ils ont été interceptés. Les voisins savent. Nos forces l'ont fait. Qu'est-ce qu'il faut cacher? Je crois que c'est maintenant, il nous appartient, à la suite de cette déclaration, de renforcer notre dispositif, de renforcer notre vigilance. Oui, parce que si je me suis permis de poser la question, le plus souvent, ces groupes djihadistes, dès lors qu'ils savent qu'un des leurs ou certains de leurs groupes sont arrêtés, ils cherchent coûte que coûte à attaquer soit les maisons d'arrêt ou disons les prisons, etc., etc. Raison pour laquelle j'ai posé la question, si c'est prudent de faire des déclarations pareilles. Vous nous conseillez de ne même pas les interpeller ou quoi? Non, non. Il faut les interpeller, mais de l'autre côté aussi, il faut prendre les dispositions pour protéger les citoyens. Et c'est ce qui est fait? C'est ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait. Il semble que vous les avez déjà renvoyés vers le Burkina Faso. Bon, ça c'est un autre dossier. D'accord. Alors, le 15 mai dernier, en Conseil des ministres, un décret a été adopté et porte création du CIPLEV, Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Alors, quelles sont les attributions de ce comité, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Tout à l'heure, je disais que les forces de défense et de sécurité du Burkina ont commencé par avoir des résultats lorsque la population civile a accepté, coopérer, collaborer. Donc, je crois que je voulais saluer l'esprit d'anticipation du président de la République qui nous instruit toujours d'essayer de prendre une avance sur les événements. S'il y avait eu une situation de collaboration franche et sincère, je crois que les gens devaient avoir des problèmes pour s'installer. Les gens devaient avoir des problèmes pour s'installer au Burkina Faso. Lorsque la population a compris qu'il fallait coopérer, il fallait collaborer pour sa propre survie, je crois que les résultats ont commencé par tomber. Donc notre pays essaie de prendre une avance. Il faut créer un mécanisme qui rapproche beaucoup plus et la population civile, et l'administration, et les forces de défense et de sécurité, et la société civile, pour identifier ce qui peut être source de violence demain. Essayer d'apporter des éléments de solution à ces situations-là, pour éviter que des situations qui au départ étaient anodines dégénèrent. Donc si vous voulez, vous permettez que je vous lise les missions de ce comité. Justement. On dit éradiquer ou réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les zones affectées ou à risque, en donnant aux communautés de base les outils et le soutien dont elles ont besoin pour résister à ce fléau. Ensuite, il faut renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité et la société civile dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà l'essentiel des missions dévouées à ce comité-là. Oui, en dehors de la région des savanes, est-ce qu'il y a d'autres zones à risque? Nous, zones à risque, vous savez, les gens se battent souvent les conflits intercommunautaires, soit à cause de l'eau, à cause de la terre, ou Abonnez-vous à Togo News. La chefferie parfois.
La chefferie également. Oui. Donc, ce comité aura pour rôle d'identifier s'il y a une incompréhension sur un problème de chefferie qui risque de dégénérer, il faut prendre le devant. Et donc, ces conflits intercommunautaires peuvent constituer aussi des lits pour l'extrémisme violent, même si les communautés se connaissent. Quand vous parlez, tout à l'heure, vous avez parlé des pays du Sahel. Oui. Le 10 juin, ce qu'il y a eu comme tuerie à Soban, au Mali, ça c'est un peuple d'agriculteurs. Oui. Le 23 mars, il y a eu une autre tuerie, surtout dans le centre du Mali. Là, c'était des éleveurs. Oui. Vous savez, dans nos pays, avec le découpage des frontières, vous avez toujours des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Oui. Parfois, lorsque l'administration est présente, lorsque l'État est vraiment présent, c'est des conflits qui sont latents, mais qui ne dégénèrent pas. Oui. Il suffit de petites étincelles pour que ça s'embrase. Donc, ce qui s'est passé dans ce pays, au départ, les premières victimes, c'était des éleveurs. 2 mois après, c'est des agriculteurs. Mais tout porte à croire que lorsqu'il y a agression, après il y a des représailles. Oui. Voilà, c'est ce qu'il faut chercher à éviter. Et là, par rapport au mécanisme CIPLEV, vous sollicitez la collaboration entre les populations, les forces de sécurité et l'administration pour la mise en œuvre efficace de ce mécanisme. Alors, quel type de collaboration attendez-vous des populations pour une bonne efficacité de ce mécanisme? Il faut que la population accepte, dit par exemple aux forces de défense ce qui suspecte peut-être ou d'éléments ou d'étranges dans leur milieu. Donc ce qui est suspect dans leur milieu immédiat ou ce qu'ils constatent d'anormal? Ce qu'ils constatent d'anormal, quelqu'un qui arrive, on ne sait pas d'où il est venu, et il faut que la population accepte, peut-être partager l'information ou avec le chef de la localité ou avec l'unité de police ou de gendarmerie qui est là, ou avec l'unité de défense qui est sur le terrain. Ou avec l'organisme ou l'organisation de la société civile qui est sur le terrain. Oui. Qui est sur le terrain. Oui, mais le mode opératoire de ces extrémistes ou disons de ces djihadistes ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais pour éviter, par exemple, comme vous l'avez dit vous-même, pour éviter que les djihadistes prennent position, qui puissent peut-être exploiter au maximum la faiblesse du dispositif sécuritaire, il faut que la population accepte parler. Il faut qu'elle accepte parler. Si on arrive vraiment à éviter les conflits ou les conflits intercommunautaires, les djihadistes ne peuvent pas s'implanter. Pas s'implanter. Oui, mais des fois on interpelle ou on appelle les forces de l'ordre, mais ils prennent du temps, ils mettent du temps avant de répondre. Je crois que le problème, il faut partager la responsabilité. Aujourd'hui, vous avez parfois le véhicule des sapeurs-pompiers qui, avec sa sirène, mais les gens ont du mal à céder. Je crois que nous devons tous faire des efforts. Savoir, si vous entendez une sirène, ne cherchez pas à comprendre série pour laisser passer le véhicule. Ça peut être un véhicule de secours, ça peut être un véhicule d'intervention, ça peut être une autorité, il faut céder. Au lieu de dire non, il a eu qui suit, ou bien parfois on fait signe, il faut peut-être survoler son véhicule avant de passer, c'est pas bien. D'accord. Ah oui, mais quand même, c'est vrai que ça, c'est quand ils sont en déplacement ou disons, ils sont déjà engagés en circulation. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes mis en place pour permettre l'intervention rapide afin de pouvoir maîtriser la situation? Parce que quand vous citez le cas de Soban tout à l'heure, les populations déploraient le fait que les autorités n'aient pas répondu à temps à leur appel. Ne m'amenez pas à parler ça, c'est une autre situation. Voilà. Je sais, on fait pour le mieux. Quand vous demandez, il y a des numéros verts, vous appelez. On n'a pas encore des cas de ce genre chez nous. C'est vrai, il y a des moments où on appelle la police, traîne à venir, on appelle la gendarmerie, traîne à venir. Nous sommes en train de travailler pour mieux servir nos compatriotes. Pour mieux servir les compatriotes. Ah oui, c'est vrai, ce cas, nous ne le sollicitons pas, nous ne le souhaitons jamais, nous ne le souhaiterons jamais. Mais des attaques contre des églises, est-ce que vous y travaillez aussi? Nous y travaillons.
pas seulement des églises, y compris les mosquées. Oui. Les lieux de culte en général. Nous avons vécu ça, disons, avec beaucoup d'amertume l'année dernière, lorsqu'il y a ces actes d'incivisme, ces actes je sais pas, inhumains. Je ne pense pas que c'est des gens qui sont doués des 5 sens qui pouvaient poser des actes comme ça. Ça ne servait à rien. Je ne sais pas quelle était la finalité, quel était l'objectif visé, mais je rends grâce à Dieu parce que les gens avaient envie de soulever les confessions religieuses les unes contre les autres. Dieu merci, ça n'a pas eu lieu, mais nous y travaillons. Mais vous y travaillez. Monsieur le ministre, nous allons devoir marquer la pause et on revient tout à l'heure par rapport à une déclaration faite par le chef de l'État récemment chez nos confrères de la BBC. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, le général Yark Dameham, qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Avec lui, nous parlons des dispositions prises par le gouvernement togolais afin de garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens sur le sol togolais. Et donc, monsieur le ministre, on assiste aussi ces derniers mois, ou disons ces dernières semaines, à des actes de grand banditisme dans notre pays, le Togo. Mais nous savons que l'un des rôles les plus importants de votre ministère est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et comme je le dis, depuis un certain temps, les malfaiteurs, les grands bandits rendent la tâche difficile parce qu'ils agissent maintenant selon un mode opératoire qui, on dirait, s'apparente à celui de véritables gangsters. Ils utilisent des armes de guerre et n'hésitent pas à braquer de paisibles citoyens de jour comme de nuit. Et le tout, plus souvent, c'est à moto. Comment expliquez-vous cette situation? Je voudrais d'abord présenter toute ma compassion à nos compatriotes qui ont été victimes. C'est vrai, ces 2-3 dernières semaines, nous avons eu à vivre des actes de braquage. Vous savez, des individus à dos de moto prennent en filature, prennent en chasse un citoyen dans sa voiture, à un moment donné, eux-mêmes provoquent une crevaison et obligent l'intéressé à s'arrêter. Une fois qu'il s'arrête, on le braque, on prend ce qu'il a comme... on le dépossède de tous ses biens. Et ils prennent la fuite. Et il y a eu à m'exprimer là-dessus, parce que on parle d'un moment d'accalmie et brusquement on tombe dedans. Il faut comprendre le phénomène. Au mois de décembre, il y a beaucoup de nos compatriotes ou beaucoup d'individus qui ont été, après avoir purgé leur peine, ont été libérés. Et beaucoup parmi ceux-là ont été pris dans les groupements de malfaiteurs, dans des vols à main armée, dans des braquages. À partir du moment où ils ont fini de purger leur peine, on ne peut pas les garder en prison éternellement. Donc ils ont été libérés. Certains arrivent à s'amender. Voilà ce qui m'a amené en prison, je ne vais plus retomber dedans. Mais la plupart retombent dedans. La plupart retombent dedans. Ils sont alors des récidivistes, ils reprennent encore. C'est des récidivistes, des plurirécidivistes. Parce que lorsque on a commencé par les prendre, il y a des gens qui ont fait 2 ou 3 fois la prison. Bon, lorsqu'ils sortent de la prison, il est un peu difficile de le suivre. Où est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu difficile. Et aujourd'hui, notre pays, notre capitale est très proche. On a appris que c'est le seul pays où la capitale fait frontière avec un autre pays. Les gens à moins de 5 minutes sont dans un autre pays. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'après les analyses, soit ils se mettent devant les banques, et lorsqu'ils voient quelqu'un sortir avec le sac, ils savent que vous n'allez pas à la banque pour acheter les mangues. Avec un sac, c'est de l'argent. Ils vous prennent en filature, arrivés quelque part, eux-mêmes, ils provoquent une crevaison. Ou c'est pas crevé, mais ils tapent sur le véhicule pour vous dire, ah, vous avez une crevaison. Une fois vous vous arrêtez, ils vous agressent. Est-ce que je vais dire à nos compatriotes, c'est vrai, on essaie de mettre les gens dans les carrefours, mais ce n'est pas suffisant. Mais lorsque vous êtes dans votre voiture, quelqu'un vous tape dessus, ah, vous avez une crevaison, cherchez un endroit où il y a un peu plus de monde pour vous arrêter. Parce que parfois, quand on vous dit vous avez une crevaison, la personne s'arrête, et eux, ça les arrange. Ça les arrange. Mais si vous vous arrêtez là où il y a un peu plus de monde, où il y a les éléments de sécurité, c'est difficile qu'ils vous agressent.
Oui, mais est-ce que nous voyons que les braquages se sont estompés un temps soit peu? Est-ce ça dit que vous avez maîtrisé ces bandits de grands surface? Il y a eu des interpellations, il y a eu des arrestations. Je crois que soit la police ou la NME, il y a eu des faits qui ont été reportés aux médias, pour voilà, tel, ou après la commission de leur forfait, ou en préparation de leur forfait. Donc, c'est vrai, il y a eu un camion, mais je vais dire que peut-être on n'a pas encore fini tout le lot. Il y a encore certains qui courent, mais nous ne continuons pas leur courir derrière. Oui, donc vous arrivez à adapter vos moyens face à cette nouvelle donne? On essaie pour le mieux. Et que dites-vous à ceux qui prétendent que ce seraient des corps habillés qui se déguisent et qui posent ces actes? Oui, on a vite fait de dire des corps habillés. Oui, puis c'est les armes de guerre que ces personnes utilisent. Les armes de guerre aujourd'hui, vous connaissez bien l'histoire de notre sous-région. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas des armes en circulation. Il y a des pays qui ont connu la guerre. Il y a des pays qui ont connu la rébellion. À l'issue de ça, les armes, on n'a pas pu tout ramasser. Donc, il y a des armes en circulation au Togo qui vous échappent, qui échappent aux forces de sécurité et de défense. Vous avez vu des manifestants même tenir des armes. Ça a passé sur les réseaux sociaux en août 2017. Oui ou non? Ça, c'est un autre débat, monsieur. Bon, non, ce n'est pas un autre débat. C'est pour vous dire que nos frontières sont poreuses. On ne peut pas mettre à chaque mètre de la frontière un élément. Vous allez crier que l'armée est budgétivore, parce que ces gens, il faut les habiller. Il faut assurer leur mobilité, avec la logistique, alimentation, avec la logistique qu'il faut. Donc, le gouvernement essaye de faire pour le mieux. Je voulais aussi dire à nos compatriotes, c'est vrai, c'est légitime de dire que vraiment il y a des cas de braquage, mais quand on fait la comparaison dans la sous-région, on n'est pas quand même le pays où il y a plus d'insécurité. On essaye de faire pour le mieux, mais on n'est pas quand même le pays où les gens se plaignent. Si. Les gens se plaignent quand même, hein, monsieur le ministre. Je sais que les gens se plaignent. C'est pourquoi je dis, c'est légitime. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'acte d'insécurité. Qu'un compatriote, qu'un citoyen de la CEDEAO, qu'un résident au Togo ne soit pas victime d'insécurité. Ça, nous devons arriver à. C'est un peu difficile. Mais quand on compare avec les autres capitales, dans la sous-région, on n'est pas quand même les gardiens. Pour ne pas dire, on est parmi les pays de tête, où il y a vraiment la sécurité. Oui, mais opérer avec des armes, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à la Fédération togolaise de football, au niveau des banques, un peu partout, sans que l'armée n'arrive pas forcément ou légèrement à intercepter, à arrêter les messieurs, main dans le sac. C'est là où ça devient un peu suspect. Parfois c'est vrai, vous nous reprochez de communiquer moins. Oui. Parfois, les gens sont interpellés, dont déférés, mais on ne revient pas au dire, voilà, pour tel événement, il y a eu des interpellations, les gens ont été déférés devant le juge. Quand j'ai parlé tout à l'heure des gens qui ont été déférés pour groupement de malfaiteurs, pour vous la main armée, c'est à l'issue des faits comme ça. Mais on se demande si réellement ce sont les vrais auteurs, les vrais braqueurs, les vrais grands bandits. Je ne veux pas dédouaner, vous savez, que ce soit les forces de défense et de sécurité, tout le monde n'est pas sain. Oui. Tout le monde n'est pas sain. Il peut y avoir peut-être quelques individus qui roulent en marge du règlement militaire. Des galeuses. Si vous voulez. Lorsque les chefs sont au courant, ils prennent les mesures qui s'imposent. Vous allez en prison civile de Lemay, quand vous faites le point, il y a des corps habillés qui ont été déférés. Il y a des gens qui ont été reformés pour mauvaise conduite, pour indiscipline ou pour indélicatesse. Si le gars était policier ou gendarme ou militaire, il a été reformé pour indélicatesse ou déféré à la sortie de prison, il peut rechuter. Alors, s'adressant à nos confrères de la BBC il y a quelques jours, le président Faure Gnassingbé, en réponse à la question de la journaliste, disait que les manifestations n'ont jamais été interdites au Togo, mais que la seule chose que notre police ne tolère pas, c'est qu'on manifeste avec des armes de guerre.
cette réponse du chef de l'État, monsieur le ministre, a suscité l'étonnement auprès de beaucoup de Togolais parce qu'on ignorait que des armes de guerre avaient été retrouvées sur des manifestants. Il ne faut pas que les Togolais oublient vite. Si vous dites que ça a suscité un étonnement, ça veut dire que le Togolais oublie vite. Hein? Vous avez aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. En août, dans le 19 août 2017, vous avez vu des manifestants brandir des AK-47 à Sokodé, avec un gros chapelet au cou. Vous n'avez pas oublié. Oui, mais il semble que l'arme récupérée auprès d'une force de l'ordre qui, par après, a été retrocédée, je pense. Non. C'est vous qui le dites, hein. C'est pas moi. Je vous ai pas dit que ce fusil AK-47 qui a été brandi par le manifestant était l'arme récupérée chez un agent des forces de l'ordre. Ah, d'accord. Il y a eu le 6 septembre 2017 à Mongo. Il y a eu une manifestation. D'abord, il ne devait pas avoir de manifestation parce que la ville de Mongo n'était pas au programme de la coalition. Mais les gens ont insisté. Et ce jour, il y a 2 individus qui ont été vus porteurs de AK-47. Des individus qui ont été identifiés. C'est le jour-là, il y a eu un enfant de 11 ans qui a été tué. Donc, nulle part ailleurs, on ne peut admettre que des manifestants, que les gens disent nous organisons une manifestation pacifique et qu'on retrouve des gens en armes. On ne peut pas accepter ça, Oui, donc, avez-vous finalement retrouvé les armes en situation Sokodé qui avaient été dit dans le temps? Il y avait eu, lorsqu'ils ont cassé le commissariat brûlé et malmené certains militaires, les armes ont été récupérées. Une partie de ces armes a été retrouvée, mais pas la totalité. Lorsque les gens se sont pris aux militaires qui étaient de garde chez le ministre de l'Agriculture, leurs armements, leurs munitions ont été emportés. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé cet armement, ces munitions. Et concernant toujours les manifestations, est-ce que le fait de confiner des manifestants dans un quartier périphérique de la ville n'est pas une interdiction de fait? La preuve, monsieur le ministre, la marche silencieuse qui devait avoir lieu le samedi 8 juin a été purement simplement annulée par les organisateurs suite à de nombreux changements d'itinéraire. Vous avez dit a été annulé par les organisateurs, vous n'avez pas dit a été interdit par l'administration. Vous savez, notre pays est le pays où les gens manifestent beaucoup. Beaucoup, ouais. Essayez de voir dans la sous-région. Depuis 2017, les gens manifestaient 3 jours sur 7. Même la veille de Noël, les gens ont manifesté. Les gens sont allés prendre position quelque part. À des cons où vraiment où tout le monde, la veille de Noël, va acheter quelque chose pour ses enfants. Pendant 7 mois, les gens ont manifesté dans un secteur de la ville de Lomé. L'administrateur doit réguler. Nous sommes, l'administration territoriale est là pour tous les citoyens et non pour une catégorie de citoyens. Si aujourd'hui, vous, après avoir manifesté pendant 7 mois dans un secteur de la ville, et que vous voulez continuer, il appartient aussi à l'administration de dire là où vous voulez continuer à manifester, il y a des citoyens parce que c'est pas tout le monde qui manifeste. Et la loi autorise l'autorité administrative de modifier. C'est ce qui se fait. Oui, mais des fois, vous le faites sous la forme d'un communiqué. Ce n'est pas vous personnellement, mais quand même, c'était plutôt un arrêté prévu par la loi sur les manifestations publiques. Pas communiqué. Vous savez, avec la coalition, la C14, on avait toujours, lorsqu'ils envoient une correspondance de manifestation, on échange. On les invite à l'administration territoriale, on échange. Avant de leur dire là où vous voulez aller, c'est pas possible. Le nombre de jours que vous voulez manifester, on ne peut pas vous accompagner. Le nombre de villes que vous voulez occuper tel jour, c'est pas possible. Et on s'entend avant qu'ils ne repartent. Ceux qui ont voulu manifester le 8 juin, ce que je sais, ils avaient choisi comme point de chute la place de l'indépendance. Soyez sérieux. Quel espace il y a à la place de l'indépendance? Peut-être l'esplanade du Palais des Congrès. Ils n'ont qu'à écrire l'esplanade du Palais des Congrès. Moi, je ne suis pas français, mais ce n'est pas la même chose. Quand on dit place de l'indépendance, c'est là où c'est quadrillé. Et chaque 26 avril, le président réallume la flamme. Il n'y a pas de place.
Il faut aussi avoir le souci de la sécurité des manifestants. Ils vont là-bas, en cas de question, vous dire, vous n'êtes pas responsable. Où est la place que vous laissez les gens aller? On n'a pas dit de ne pas manifester. On dit, bon voilà, et vous voulez, c'est une bonne chose. Allez de ce côté, de l'autre côté de la ville. Ils disent non. Et là où parfois ça nous amène à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des intentions derrière la tête des gens? Est-ce que c'était la même chose pour le cas du PNP et on a arrêté des gens d'Aoudji, Patatiki jusqu'à alors en prison? Le PNP le 13 avril, ou le 13 avril, le 13 avril, il y a un certain nombre de villes qui ont été retenues. Mais là où il y a eu des interpellations, c'est là où les gens ne devaient pas manifester. Au niveau de Lomé ici, le point de départ a été modifié. Mais ils n'ont pas voulu s'exécuter. Comment voulez-vous faire de la démocratie sans respecter l'ordre et la loi? Pour le moment, il y a une autorité qui vous dit ce que vous voulez faire par rapport aux autres citoyens, c'est pas bien. Allez plutôt de ce côté. Je crois un bon citoyen, il doit s'exécuter. Est-ce que ça ne s'apparente pas à du forcing? C'est pas du forcing, mais ça s'apparente aussi à du mépris, à une défiance. Nous, on veut faire, on s'en fout de l'autorité. Ça ne passera pas. 22 21 80 99 92 02 80 63 des questions, mais des questions relatives à ce dont nous ne parlons pas d'injures, de propos grossiers, non. Alors nous accueillons monsieur Aïvi. Bonjour. Bonjour monsieur le président. Oui, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, ça va. La question? Je salue au passage monsieur le ministre et je le félicite beaucoup pour son courage de ce matin. Vous savez, je viens d'un lieu tout à l'heure où un volet a été lynché. Actuellement même, le feu se passe. Où? À quel niveau de la ville? Pardon? À quel niveau de Lomé? Vous savez ce que je ne voudrais pas causer de tort au CV de la localité parce qu'il a été interpellé, mais il n'a pas fait le déplacement. C'est-à-dire, les gens ont pris soin pour que le problème c'est très simple. Au moment où il y a le match qui se passait, le voleur, ou bien le prétendu voleur, a pris la moto, là, comme il m'a appelé, il y a une moto maintenant qui se confond au Gozem, qui est au lait, et il a essayé de prendre la moto, et puis on l'avait suivi jusqu'à ce petit matin où il a été arrêté, et on l'a brûlé vif. Et selon ce que j'ai eu à entendre, c'est qu'on a interpellé, et lorsqu'on l'a arrêté, il y a déjà de bonnes volontés qui ont interpellé la gendarmerie de la localité. Qui ont fait appel à la gendarmerie, je voudrais vous dire. Voilà. Deuxième chose, moi-même, une fois, un voleur a été arrêté dans la localité. J'ai eu à appeler la gendarmerie de la localité. Ils n'ont pas fait le déplacement, ni qu'était l'intervention de certaines personnes où le prétendu voleur a été arraché de la main de la population avec tous les risques possibles. Voilà. Et la question maintenant? Oui, c'est-à-dire, le problème, il est très simple. Il faut que monsieur le ministre instruise en grand nombre ces éléments pour qu'il puisse... Il soit proactif, qu'il fasse avec diligence le déplacement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Aïvi. Et la question est bien notée. Nous accueillons Pelé. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Oui, d'abord, moi, je vous félicite. Avec votre ton là, ça nous appelle. On est à l'aise dans le pays. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, le Togo de M. Sylvain Soruto et de M. Eyadema. Est-ce que, monsieur le ministre, y a-t-il un djihadiste togolais ou un djihadiste togolais au Togo? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez déclaré dans votre déclaration une fois qu'il n'y aura plus un 19 août. Il n'y aura plus un 19 août. Non, non, c'est pas le ministre qui l'avait dit. Je crois que c'est un autre ministre qui avait tenu ses propos. Donc, on a pris quand même en compte votre première question. Merci beaucoup, Pelé, parce qu'il y a d'autres intervenants aussi. Toutes nos excuses, on ne vous chasse pas non plus du tout. Allô? Allô, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Madame Messi. Oui. Oui. Je vais demander au ministre la création de faux ailes ou de fausettes là. À sa question. À quoi ces corps-là servent? Ok.
Allô? Oui, bien noté. Oui, à quoi ça sert? Est-ce que ces corps existent bien? Sont notés dans notre Constitution. Est-ce qu'ils existent en France? Allô? Oui, on vous écoute très bien, madame. Oui, bon, c'est pas fini. J'ai une femme qui appelle, donc je suis votre mère, donc vous pouvez me laisser parler un peu. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les représentants des gouvernants, quoi. Et je vais lui demander combien d'années il est ministre. Non, cette question ne sera pas prise en compte, madame, s'il vous plaît. Merci. Cela ne rentre pas dans le débat. Et nous accueillons Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, monsieur le général. C'est votre papa Sibiti. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Bonjour, Papa Sibiti. Le général, c'est depuis qu'il est revenu que moi je le connais. Tout le monde le félicite. Ce que je voudrais ajouter, que Dieu le bénisse, il est un homme de cœur et de foi. Les étrangers qui sont ici, monsieur mon général, ils nous font la loi. Que ce soit les femmes, les choses. Ils ne savent pas à vous insulter, malgré votre âge et votre rang social. Les femmes, elles sont à côté de nous. Deuxièmement, monsieur le ministre, il faut former les gendarmes, les policiers, parce que quand un Togolais a des problèmes avec un étranger, c'est l'étranger qui est au-dessus. Les gendarmes, la police, ils tranchent pour les étrangers, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Les policiers, les gendarmes qui sont dans les rues au carrefour, quand ils cherchent des pièces, l'assurance, les permis, ils veulent toujours vous les retirer, vous leur montrer le permis, c'est votre photo qui est dessus. L'assurance, ils l'ont, ils veulent les retirer. Pourquoi? En France, quand on vous arrête, vous présentez, d'ailleurs vous ne descendez pas, c'est le monsieur qui arrive, vous lui présentez, il repart, il vous remercie. Si vous êtes en infraction, on vous envoie ça dans votre boîte. D'accord. Papa Sibiti, vous avez été bien compris et la question est notée. Justin, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Justin. De Kanikofi. D'accord. Je voudrais poser une question à notre ministre. Oui. Pourquoi il ne vient pas de temps en temps sur les médias pour nous parler? Mais c'est ce qu'il est en train de faire, non? Bon, il n'a qu'à venir de temps en temps. C'est-à-dire multiplier ses réactions ou bien ses interventions sur les médias? Oui, oui. Ah d'accord, merci, bien noté. 92 02 80 63 22 21 80 99, le dernier intervenant, pour permettre à notre invité de pouvoir répondre à cette préoccupation. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, Madame Lin, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Je suis très heureux de vous avoir ce matin. Vous avez parlé des manifestations et vous nous avez donné des détails pour que les gens ne manifestent. Alors là, je voudrais vous poser cette question. C'est uniquement pour interdire les manifestations ou bien votre ministère n'a pas la prérogative aussi d'instruire le gouvernement, d'aider le gouvernement dans lequel vous êtes pour que ce que les citoyens demandent, qu'on essaie de les appliquer ou bien de les donner. Comme ça, ça va limiter les manifestations normalement. D'accord. Merci pour la question, madame. Alors, monsieur le ministre, vous avez écouté les uns et les autres, mais très rapidement, on commence par la dernière intervenante qui dit est-ce que votre ministère a quand même des prérogatives pour agir au niveau du gouvernement afin que solution soit trouvée au point qui pousse les gens à descendre dans les rues manifester pour des revendications précises? Vous savez, c'est un droit constitutionnel pour chaque citoyen ou pour les partis politiques d'organiser des manifestations. Et l'État a le devoir de gérer ces manifestations. L'État a des limites. Si je prends par exemple les syndicats parfois posent des problèmes, posent des doléances à l'État. L'État essaie de répondre dans la mesure de ses moyens. Si les syndicats demandent une augmentation de salaire et l'État fait sa proposition, je crois que
Souvent ils discutent. L'État donne ce qu'il peut donner. L'État ne peut pas à chaque fois dire bon, vous demandez ça, on vous donne. Il n'y a pas que les syndicats ou les groupements de partis politiques. Oui, mais au niveau des partis politiques, est-ce que vous pouvez agir pour que, si, et dans la mesure du possible, solution soit trouvée à leurs revendications, que les marchés s'estompent? Qu'est-ce que les partis politiques demandent? Vous le savez peut-être mieux que moi, monsieur le ministre. Non, vous êtes des médias. Moi, je ne sais pas ce que les partis politiques demandent. Vous parlez des réformes. Aujourd'hui, les réformes sont faites. D'accord. On doit saluer cela. Papa Sibiti demandait tout à l'heure, tout porte à croire comme si les étrangers font la loi dans notre pays. Non, c'est un peu difficile. Je le remercie de passage. Mais dire que les étrangers font la loi, c'est une façon de dire on n'a pas de justice. Normalement, les éléments de la police et de la gendarmerie ne règlent pas les problèmes. Ils constatent, ils font une procédure, ils envoient la justice, c'est la justice qui tranche. C'est vrai, il y a des faits qui sont parfois traités à leur niveau. Lorsque le citoyen n'est pas satisfait de la manière dont le problème a été réglé, il y a quand même des instances supérieures. Il y a des gens qui vont, parfois la police convoque quelqu'un, la personne va directement voir le juge. Le juge demande à la police, envoyez-moi les parties. Et ça se fait. D'accord. Oui, mais pourquoi vos éléments retirent les pièces? Et ça, je vous donne peut-être cette information au niveau de Kagome, au niveau d'Adamavo, dans cette localité, les éléments de la fosse qui sont déployés là avec le petit gilet, le brassard, ils retirent les pièces des motocyclistes et puis des fois c'est des coups de bâton ou carrément ils raquettent les gens, même si les gens présentent des pièces. Il y a un collègue ici a été victime de cela. Il disait qu'il a présenté la pièce de la moto qu'il a achetée auprès d'un ami et la carte grise, toutes les pièces justificatives, mais on lui demande d'amener aussi la carte d'identité de celui qui a cédé la moto. Qui dit métier? Bon, merci quand même pour l'information. Ça, il y a certaines choses qui nous échappent. On n'est pas souvent sur le terrain avec eux pour voir comment ils se comportent. Je crois que c'est aussi l'utilité de cette intervention. Moi, à la sortie, je vais interpeller le commandant de la fosse pour qu'il ouvre largement les yeux et les oreilles. C'est des comportements inadmissibles. Précisément au niveau de Kagome, Adamabo, nous allons généraliser. Peut-être c'est au niveau de l'humain, peut-être à l'intérieur aussi, il se passe des choses similaires. Pourquoi des forces, disons, faisaient à chaque élection? À quoi servent ces corps? Vous savez, on a connu des moments de violence au cours des élections dans notre pays. Et en 2006, lorsque dans les accords de Ouaga, dans l'APG, c'est les acteurs politiques qui ont dit mais désormais, nous préférons que les élections soient gérées par la police et la gendarmerie. Qu'il n'y ait plus les forces armées qui gèrent les élections. Donc c'est cet esprit-là, cette volonté politique qui a amené le gouvernement, le président de la République en tête, à chaque élection dit bon, nous allons, pour rassurer tout le monde, nous mettons en place une force intégrée pour relever de la police et de la gendarmerie pour accompagner la CENI dans l'organisation et la supervision des élections. Mais l'auditrice s'est attardée sur la question, disant est-ce que cela existe en France? Il y a des pays, quand il y a élection, vous ne voyez même pas la police. Nous sommes dans un apprentissage démocratique. Ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a des pays, il y a élection, vous n'allez même pas voir un élément de la police. Le citoyen sait ce qu'il doit faire, il le fait, il rentre chez lui. Y a-t-il un djihadiste togolais? Je ne peux pas vous dire il y a un djihadiste, il n'y a pas un djihadiste. Ce n'est pas écrit sur le front. Ce que nous devons travailler, éviter que les gens ne se radicalisent. Pour Aïvi, vos éléments au niveau de la gendarmerie, tout comme au niveau de la police, doivent agir avec diligence quand on les appelle pour des... C'est une remarque, je prends ça de bon côté. Nous allons attirer l'attention des premiers responsables. Nous sommes à la fin de l'émission, monsieur le ministre. Votre message à l'endroit de la population en cette période de campagne électorale. Merci beaucoup. Et également à l'endroit des candidats aussi et des militants. Je voudrais d'abord saluer cette maturité de nos compatriotes. C'est vrai, il y a eu de petits incidents, les voies de fait, c'est sur certains responsables de partis politiques que je regrette. Je voudrais saluer quand même leur comportement dans l'ensemble, un peu partout. Nous sommes dans la dernière semaine de la campagne et tout se passe bien. Je souhaite et demande à tout un chacun de continuer dans cette logique
d'élections apaisées. Nous en avons besoin pour notre pays. Au soir du 30 juin, que nous on se retrouve entre Togolais et non se retrouver en chaîne de faïence. Je voudrais également demander aux responsables des partis politiques d'éviter d'enflammer, d'éviter d'instrumentaliser la jeunesse. C'est un processus difficile. Nous sommes rentrés dedans et nous devons faire des efforts pour y arriver. Mais qu'on ne dresse pas les uns contre les autres. C'est une compétition. La compétition, il doit y avoir un gagnant, il doit y avoir un perdant. Et au soir que les gens acceptent la situation des Roussa. La vérité des urnes. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ces éclairages et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Victoire pour s'expliquer sur la situation. Merci à vous et encore une fois, merci pour votre souci d'informer et de former nos compatriotes à travers votre organe. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.